Bonjour, je suis Pak Chin-sok, conseil en brevet. Pendant la dernière séance, je vous ai présenté brièvement le système de la propriété intellectuelle. J'ai notamment parlé des systèmes comme brevet, modèle d'utilité, droit d'auteur, marque, design et secret commercial, pour vous donner une idée sur leurs concepts, durée de protection, caractéristiques, etc. Pendant cette séance, je vais aller plus loin dans le détail. Surtout, je vais aborder les caractéristiques majeures du brevet et du droit d'auteur. Alors, le brevet. Qu'est-ce que c'est, le brevet? C'est un droit exclusif que l'État accorde à son propriétaire pour protéger son invention. Mais la durée de production n'est pas indéfinie, mais limitée. Dans le cas du brevet, le titulaire bénéficie d'une protection de 20 ans à compter de la date de dépôt. Comme c'est un droit exclusif, un brevet permet à son titulaire d'utiliser et d'exploiter son invention, en empêchant des tiers de l'utiliser sans autorisation. L'attribution de brevets est réglée par les lois. Comme le titulaire dispose des droits exclusifs, si quelqu'un d'autre fabrique, utilise, vend ou importe l'invention brevetée sans autorisation, tous ces actes seront considérés comme des infractions. Donc, il faut avant tout recevoir l'autorisation et s'octroyer une licence de la part du titulaire pour pouvoir exploiter son invention. Par exemple, il y a un point important à noter concernant le brevet, la marque, le design et le modèle d'utilité. C'est que ces systèmes sont soumis à un principe de territorialité. Par exemple, une entreprise coréenne cherchant à mener les affaires en Tunisie doit effectuer le dépôt à l'Office des brevets de la Tunisie et recevoir un brevet tunisien. De la même façon, si un restaurateur tunisien veut ouvrir un restaurant traditionnel en Corée, il doit déposer le nom du restaurant et l'enregistrer comme marque à l'Office des brevets de la Corée pour pouvoir mener les affaires sans problème. En bref, le principe de territorialité est appliqué pour le brevet, la marque, le design et le modèle d'utilité. Au contraire, le droit d'auteur est protégé de manière universelle dans le monde entier. Par exemple, une œuvre créée en Corée fait automatiquement l'objet de la protection en Tunisie aussi. C'est une caractéristique particulière du droit d'auteur. Qu'est-ce qu'il se passe après? Dans le domaine public. Donc, on pourrait dire que le brevet est une sorte d'accord entre l'État, le public et le titulaire. Pour bénéficier de la protection, l'inventeur est tenu de divulguer au public l'invention qu'il a brevetée, contrairement à un secret commercial. En contrepartie, l'État lui accorde des droits exclusifs pendant 20 ans. Mais, en travaillant comme conseil en brevet en Corée, je rencontre parfois des clients qui veulent se voir octroyer seulement les droits sans rendre public leur invention. Mais la divulgation de l'invention constitue un critère essentiel des procédures d'octroi de brevet. Veuillez bien noter ce point important. Une fois que l'invention est divulguée, des tiers peuvent signer un contrat de licence de brevet avec le titulaire pour pouvoir fabriquer la même chose. Et lorsqu'un tiers a une idée pour améliorer une invention déjà brevetée,
il peut à son tour déposer une demande de brevet de perfectionnement à l'Office des brevets. Ainsi, dans le cadre du système de brevets, des inventeurs bénéficient des droits exclusifs d'exploitation. Et la divulgation des inventions peut promouvoir le développement technologique. Tout cela stimule l'innovation et élève le niveau technique de l'industrie d'un pays. Quant au système de modèles d'utilité, certains pays en disposent, alors que d'autres non. Un modèle d'utilité est très similaire à un brevet. Des tiers ne peuvent pas fabriquer, utiliser ou vendre un modèle d'utilité déposé sans autorisation. La différence entre les deux systèmes est leur durée de validité. La durée de protection est de 20 ans pour un brevet, alors que dans la plupart des pays, un modèle d'utilité bénéficie d'une protection de 7 ans ou de 10 ans. C'est parce que les modèles d'utilité concernent des inventions d'une moindre complexité technique par rapport aux inventions protégées par des brevets. C'est pour cela que la durée de protection d'un modèle d'utilité est plus courte que celle d'un brevet. Et comme dans le cas du brevet, l'invention faisant l'objet de la protection par un modèle d'utilité doit être aussi divulguée au public. Je vais faire une brève comparaison entre les deux systèmes. Comme un modèle d'utilité est aussi soumis au principe de territorialité, les droits y afférents ne sont valables que dans le pays où la demande a été déposée. Mais, contrairement au système de brevet que la plupart des pays ont adopté, le système de modèle d'utilité n'est disponible que dans certains pays. Par exemple, les États-Unis et la Grande-Bretagne n'en disposent pas. Mais les pays comme la Corée, la Chine et l'Allemagne ont adopté non seulement le système de brevet, mais aussi celui de modèle d'utilité. Et comme je l'ai déjà dit, la période de protection d'un modèle d'utilité est plus courte qu'un brevet. En ce qui concerne les modèles d'utilité, la plupart des pays n'exigent pas un examen détaillé sur la nouveauté ou la progressivité de l'invention, mais seulement un examen de formalité. Par conséquent, la procédure de dépôt est plus simple et l'octroi des droits est plus probable par rapport au brevet. Alors, quelles sont les caractéristiques majeures d'un brevet en comparaison avec un modèle d'utilité? La protection des brevets est aussi soumise au principe de territorialité, tout comme les modèles d'utilité. C'est-à-dire, on doit obtenir un brevet en Tunisie pour mener les affaires en Tunisie. Contrairement au système de modèle d'utilité, presque tous les pays disposent du système de brevet. Et en Europe, il existe l'Office européen des brevets dont le siège se trouve à Munich. Il s'agit d'un système de brevets régionaux. On peut par exemple déposer plus globalement une demande à l'Office européen des brevets au lieu des offices nationaux. La durée de protection d'un brevet, c'est combien? 20 ans. C'est plus long que la durée de protection d'un modèle d'utilité en raison de son niveau technique. 18 mois après la date de dépôt, toutes les inventions faisant l'objet d'un brevet ou d'un modèle d'utilité sont divulguées au public.
Et contrairement au modèle d'utilité, une demande de brevet doit subir un examen plus rigide sur la nouveauté et la progressivité de l'invention en question. Pour être brevetable, l'invention en question doit être reconnue comme nouvelle et progressive lors de l'examen. Si les experts acceptent la demande après l'examen, le brevet sera enregistré. En cas de manque de nouveauté et de progressivité, la demande sera rejetée. Alors, quelles technologies font l'objet de brevets? Par exemple, des substances chimiques, les médicaments, les vaccins, etc. Et une nouvelle procédure de fabrication d'un produit innovant, un processus ou un mode d'emploi. Ce sont tous les objets de la protection par les brevets. Aussi, des produits ayant pour but de régler des problèmes techniques auxquels on a fait face dans la vie quotidienne. Vous voyez des chaises sur la vue, une chaise avec des accoudoirs et une chaise avec un dossier. Par rapport aux chaises anciennes sans ces éléments, elles sont beaucoup plus confortables et pratiques. Ces chaises sont un exemple des produits nouveaux et progressifs. Ensuite, des systèmes reliant le logiciel et le matériel de l'ordinateur. Ce sont tous des exemples de produits protégés par des brevets. Pour obtenir un brevet, une invention doit satisfaire 3 conditions majeures. D'abord, la nouveauté. L'invention doit être nouvelle. C'est-à-dire, elle doit être nouvelle au niveau international. Prenons un exemple. Un businessman coréen fait un voyage d'affaires en Tunisie et découvre un produit prometteur. Comme ce produit n'est pas encore disponible en Corée, il lance un produit similaire en Corée et dépose une demande de brevet. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que son produit est nouveau. Si une invention est déjà connue et divulguée au public dans au moins un pays, on ne peut pas dire que c'est une invention nouvelle. Après, la progressivité. Une invention doit être inventive. Supposons que l'on ait un crayon. Quelqu'un y ajoute une petite gomme, très normale. Et c'est à vous de décider si c'est une invention progressive ou pas. Alors, à votre avis, est-elle progressive? Je crois que non, puisque le niveau d'évolution est faible par rapport au produit original. Donc, cette demande serait rejetée en raison du manque de progressivité. Troisième condition, c'est la possibilité d'application industrielle. Disons que quelqu'un veut couvrir la Terre entière avec une couverture plastique, afin de faire face aux ouragans. Est-ce que cette idée est probable? Non, pas du tout. Une telle idée, non probable. N'étant pas susceptible d'application industrielle, elle ne peut pas être protégée par un brevet non plus. Il y a aussi des techniques qui ne font pas l'objet des brevets pour des raisons humanitaires. Par exemple, une procédure d'opération chirurgicale, une méthode de diagnostic, etc. Notamment, des technologies qui concernent le corps humain. Si ces technologies sont brevetées et projetées, les plus démunis ne pourront pas se faire opérer à cause des brevets.
Et cela va à l'encontre de l'objectif et du principe du système de brevet. Une méthode pour mener les affaires ou un conseil pour jouer à des jeux ne peuvent pas être enregistrés comme brevet non plus. Par exemple, un conseil pour faire une attaque efficace au billard, ce n'est pas une méthode technique qui garantit les mêmes résultats chaque fois. Donc, il ne peut pas faire l'objet d'un brevet. Veuillez bien noter ces points, s'il vous plaît. Comme je l'ai déjà dit, le système de brevet est comme un accord entre le public et les titulaires de brevets. En contrepartie de la divulgation de l'invention, le titulaire bénéficie des droits exclusifs d'exploitation. Je vais vous donner un peu plus de détails sur le système de brevet. D'abord, selon le système du premier déposant, la première personne à déposer la demande de brevet a priorité sur le brevet. Ensuite, il existe le système de demande d'examen. Dans la plupart des pays, la demande d'examen est effectuée en même temps que le dépôt de brevet. Sans cette demande, l'examen pour le brevet ne commence pas. Et, comme je l'ai déjà dit, on vérifie la nouveauté et la progressivité de l'invention lors de l'examen d'un brevet. Alors que l'examen d'un modèle d'utilité ne se concentre que sur les formalités. Un brevet relève du droit de propriété, avec une durée de validité limitée à 20 ans à compter de la date de dépôt. Et un brevet est régional. Il n'existe pas un brevet international, mais que des brevets coréens, tunisiens, américains, etc. Cette vue vous montre le système du premier déposant. Nous avons deux inventeurs, A et B. A a terminé son invention avant B, mais il a effectué le dépôt plus tard que B. Dans ce cas-là, même si le moment d'invention de B était plus tard, B sera le titulaire du brevet, puisqu'il a déposé sa demande avant A. C'est le système du premier déposant. Revenons sur les trois conditions de base pour obtenir un brevet. Une invention doit être nouvelle, progressive et susceptible d'application industrielle pour obtenir un brevet. Avec l'une de ces trois conditions non satisfaites, la demande de brevet sera rejetée lors de l'examen. Alors, quel est le moment de référence pour dresser l'état de l'art? Comme vous le voyez sur la vue, c'est la date de dépôt du brevet. C'est le moment de référence de l'état de l'art. Supposons que cela soit en septembre 2001. Les examinateurs font le point des techniques antérieures en se basant sur cette date pour vérifier la nouveauté et la progressivité d'une invention. Alors, quelles sont les techniques antérieures à consulter? Ce qui est le plus représentatif, ce sont des documents de brevet déposés dans le passé. Aussi, des exposés lors d'une conférence. Quoi d'autre? Des documents postés sur Internet ou des mémoires académiques. Tous ces documents peuvent servir à une base de décision concernant la nouveauté et la progressivité d'une invention. Je répète, quel est le moment de référence pour vérifier la nouveauté et la progressivité d'une invention? La date de dépôt. Tous les documents rendus publics avant cette date sont considérés comme compris dans l'état de l'art. Donc, si vous voulez obtenir un brevet, il vaut mieux garder votre invention comme secret jusqu'au moment de son dépôt. La progressivité est l'un des critères les plus importants lors de l'examen du brevet. C'est de fait l'une des raisons majeures pour lesquelles une demande de brevet est rejetée par des examinateurs.
Alors, comment prouver la progressivité d'une invention? Il faut montrer que l'invention en question pourra apporter des effets inédits par rapport aux techniques antérieures, afin de convaincre les examinateurs que cette invention progressive mérite d'être brevetée. Alors, sur quelle base on décide si une invention est progressive ou pas? Une invention sans progressivité est une technique qu'une personne ayant des connaissances générales en domaine pourrait facilement reconnaître et comprendre. On utilise souvent le mot personne compétente pour désigner cette personne. Lorsque l'invention en question sera facilement fabriquée par cette personne également, elle est considérée comme non progressive. Un seul document portant sur une technique antérieure pourrait être suffisant pour des examinateurs de rejeter la demande. Ou les examinateurs peuvent consulter plusieurs documents pour prendre une décision finale. La personne qui sert de base au jugement sur la progressivité est un technicien ordinaire, la personne qui a une compétence ordinaire dans l'art. Elle n'est pas un personnage réel, mais virtuel. Ce personnage virtuel ne doit pas nécessairement être un génie dans le domaine technique correspondant. Mais on suppose qu'il a des connaissances, compétences et expériences générales. Ce technicien sert de point de repère pour juger si le brevet d'une invention qui vient d'être déposée peut être créé ou développé plus facilement que des technologies existantes. Si c'est le cas du point de vue du technicien ordinaire, cette demande de brevet est considérée qu'elle manque ou n'a pas de progressivité. Je vais vous expliquer la notion de progressivité plus facilement avec un exemple. Vous voyez deux images différentes. L'image d'en haut, c'est une télévision qui adhère à une horloge avec de la colle d'une manière physique. Celui d'en bas, c'est une télévision numérique avec la fonction d'horloge incorporée. Si vous êtes examinateur de l'Office tunisien des brevets, comment allez-vous juger? À votre avis, lequel des deux a plus de progressivité? Auquel délivrez-vous un brevet? Ce serait bien sûr la télévision d'en bas, incorporée d'une fonction numérique. C'est parce que si on veut une télévision avec la fonction d'horloge, la solution la plus facile, c'est d'y coller une horloge. N'est-ce pas? C'est une solution qu'un utilisateur ordinaire peut trouver plus ou moins facilement. Mais elle manque de progressivité. On va donc un peu plus loin. On pense à y intégrer l'horloge comme une fonction numérique. Franchement, la première solution n'est pas très esthétique. Si c'est le cas, même quand on sort de la maison, on peut enregistrer nos émissions préférées en utilisant cette fonction d'horloge. C'est un effet technique dont on ne peut pas bénéficier avec l'union physique submentionnée. C'est la raison pour laquelle on peut juger que la télévision d'en bas est techniquement supérieure, c'est-à-dire qu'elle a de la progressivité. Cette fois-ci, c'est un exemple qui est refusé à cause du manque de progressivité
ou nouveauté. À droite, c'est une demande de brevet déposée dans les années 1930 aux États-Unis. À gauche, c'est déposé en 2002 en Angleterre. Les deux sont la même technologie concernant les pneus des avions. Quand un avion réduit soudainement sa vitesse, ses pneus sont facilement crevés. Face à ce problème, on met une poche d'air pour empêcher la crevaison des pneus. Mais cette exacte technologie a été déjà déposée il y a 70 ans. Où? Aux États-Unis. L'examinateur de brevet peut donc refuser la demande de l'année 2002. Parce qu'il existe déjà un brevet enregistré pour la même technologie. Ce qui montre le manque de nouveauté de la demande. En fait, 15 à 25% des R&D sont une répétition de ce que les autres ont déjà mené. Il est donc très important de chercher s'il y a déjà des recherches ou brevets similaires avant de mener des R&D. Ainsi, lorsqu'on dépose une demande de brevet, on doit dresser l'état de l'art pour savoir s'il y a une possibilité d'enregistrer la demande. On peut consulter de diverses bases de données. Je pense qu'en Tunisie, vous avez aussi de différents moteurs de recherche. Parmi eux, je vous recommande Google Patent, qui est gratuit. On recherche aussi l'état de l'art après l'enregistrement du brevet. C'est le cas où l'on cherche des preuves pour l'annulation d'un brevet enregistré, lorsque le brevet a un facteur d'invalidité. C'est tout pour le système de brevet. Maintenant, je vais vous présenter le droit d'auteur. Tout ce qui est créé par notre tête peut être l'objet du droit d'auteur. Poèmes, romans, musique, séries télévisées, films, sculptures, œuvres d'architecture, etc. Il y a aussi la conception de sites web, les informations sur des blogs ou les programmes informatiques. Vous voyez ici le poème, l'opéra, l'œuvre d'architecture et le logiciel, qui sont tous l'objet du droit d'auteur. Les choses comme le livre, le film ou le roman sont aussi d'autres exemples. En ce qui concerne la musique, la partition, l'interprétation et l'action de chanter, toutes ces choses peuvent être protégées par le droit d'auteur. Je ne sais pas si vous pouvez regarder les émissions coréennes en Tunisie, mais ces émissions télévisées, les films et les jeux sont aussi par le droit. Alors, quelles sont les conditions nécessaires à devenir l'objet du droit d'auteur? La première, c'est l'originalité. On ne doit pas copier la création des autres, mais créer soi-même sa propre chose. Par exemple, un garçon âgé de 5 ans a pris une photo. Quelle que soit sa qualité, la photo est l'objet du droit d'auteur, parce que le garçon l'a pris par lui-même de manière originale. Ensuite, quelle est la grande différence entre le brevet et le droit d'auteur? Le brevet a pour but de protéger l'idée technologique, alors que le droit d'auteur a l'objectif de protéger la manière d'expression. De plus, la durée de validité du droit d'auteur est relativement longue.
Elle est de 70 ans après la mort de l'auteur, tandis que celle du brevet n'est que de 20 ans. Donc, on pense normal que le droit d'auteur soit un droit plus fort, mais en anglais, on l'appelle copyright. C'est littéralement un droit qu'on peut copier. C'est-à-dire que si la copie n'est pas entière, mais partiellement modifiée, il est possible qu'elle ne corresponde pas à la violation du droit d'auteur. Ce qui montre que par rapport au brevet, il y a une durée de validité plus longue, mais il est moins protégé. Ensuite, je vous ai déjà dit que le principe de territorialité est appliqué pour le brevet, la marque, le droit de design et le modèle d'utilité. Mais on adopte le cosmopolitisme pour le droit d'auteur. Qu'il soit créé en Tunisie ou en Corée, il est valable dans le monde entier. Alors, vous pouvez vous demander si le droit d'auteur doit être enregistré sur la loi, comme le brevet et le modèle d'utilité. Non, on ne doit pas. Mais il y a un avantage lorsqu'on l'enregistre. En cas de violation du droit, il est plus facile pour un droit d'auteur enregistré de prouver si cela correspond à une violation. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est différent du brevet et du modèle d'utilité. Sans l'enregistrement, ils ne sont pas valables. Ensuite, on voit souvent l'alphabet C dans un petit cercle. C'est le symbole de copyright. Ce symbole signifie que l'ouvrage est protégé par le droit d'auteur. Il y a aussi un symbole avec l'alphabet R. Il signifie que c'est une marque enregistrée, registered, en anglais, et qu'il est interdit d'utiliser la marque sans l'autorisation. Le droit d'auteur est divisé en deux catégories. La première, c'est le droit économique, à savoir le droit de gagner de l'argent en l'utilisant. Plusieurs droits y appartiennent, tels que le droit de reproduction, le droit de copie et le droit de diffusion au public. La deuxième, c'est le droit moral. Le garçon de 5 ans a pris une photo et une autre personne l'a téléchargée et modifiée ridiculement. En regardant cette photo, le garçon pleure de mécontentement de la modification sur sa photo. C'est un exemple de la violation du droit moral parce que la personne transforme l'ouvrage sans l'autorisation de l'auteur. Donc, le droit d'auteur ne protège pas les idées, mais la manière d'expression. Par exemple, lorsqu'on crée un programme informatique, la manière de codage est l'objet du droit d'auteur, mais pas les fonctions technologiques que le programme exécute. Elles sont plutôt l'objet du brevet. Si on ne révèle pas le programme au public, il peut aussi être l'objet du secret commercial. Les faits ne sont pas protégés non plus par le droit d'auteur. Par exemple, les constats scientifiques, les faits historiques ou les nouvelles ne sont pas protégés pour l'intérêt public. Pour finir, je vais vous donner un petit quiz. Il y a 4 phrases dont une phrase est fausse. Quelle est la phrase fausse concernant le droit d'auteur? Je vous laisse à choisir. La réponse, c'est le numéro 3. Selon le numéro 3, le droit d'auteur protège non seulement la manière d'expression, mais aussi les notions ou les idées qui sont à l'origine de la création. C'est une fausse explication.
Le droit d'auteur ne protège que la manière d'expression et l'expression en soi, mais pas les idées technologiques. C'est l'une des différences avec le brevet. C'est la fin de cette séance. À la séance dernière, nous avons globalement étudié le système de la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, plus en détail, le brevet et le droit d'auteur. Merci.